Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Israël, une fois de plus, a connu l'une de ses nuits et une de ses journées les plus longues de son histoire. Hier, 2 400 000 électeurs étaient appelés aux urnes sur l'ensemble du territoire israélien. À 22 heures, le scrutin était clos. Et alors, la question se posait, qui l'avait emporté entre Shimon Peres et Menachem Begin, l'actuel Premier ministre? En nombre de voix et en sièges, après une valse hésitation, c'est Shimon Peres, sans nul doute. Mais pas assez largement, et toute la nuit, ainsi qu'une bonne partie de cette journée, les Israéliens ont compté un à un les députés élus et les députés battus. Alors une conclusion unanime dans le pays au lendemain de ce scrutin, le mode de scrutin est totalement dépassé. Il ne permet plus de désigner une majorité stable et donc une majorité de gouvernement. Mais cela, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Hier soir, dans les PC électoraux, tous les militants vivaient à l'heure des résultats. Déception et tristesse chez Menachem Begin et au Likoud, enthousiasme chez Shimon Peres. Des fleurs, des enfants, des applaudissements. À 22h30 hier soir, les travaillistes pensaient bien avoir remporté les élections et accédé au pouvoir. Toutes les projections réalisées par la télévision israélienne les plaçaient en tête avec 49 sièges de députés. Par téléphone d'ailleurs, certains responsables étrangers félicitaient déjà le futur Premier ministre, M. Shimon Peres. Au PC de l'actuel Premier ministre, M. Menachem Begin, à la même heure, l'œil était plus sombre, la déception plus visible. 47 sièges de députés seulement. Pourtant, 14 heures après la clôture du scrutin, tout est remis en question. Shimon Peres a gagné, mais pas assez nettement, et Menachem Begin, battu, pourrait bien être à nouveau le Premier ministre d'Israël. Au vu des premiers résultats, on a vraiment l'impression aujourd'hui que M. Shimon Peres et le Parti travailliste ainsi que le parti de M. Menachem Begin sont pratiquement à égalité. Pourtant, à Jérusalem, tout le monde dit que c'est M. Menachem Begin qui sera le futur Premier ministre, qui gardera son poste. Alors, comment va-t-il pouvoir gouverner? Mais on donne un siège de plus au Parti travailliste de M. Peres et ceci signifie que les deux partis sont à peu près à égalité de chance, en principe, pour constituer une coalition. Mais le fait est que les trois petits partis religieux avec lesquels l'un ou l'autre des deux blocs peut constituer une coalition ont déjà annoncé depuis longtemps qu'ils préféreraient gouverner avec M. Begin, c'est-à-dire continuer à gouverner avec M. Begin comme dans la précédente coalition. Mais alors est-ce que les partis politiques, et notamment les deux grands partis, ne souhaitent pas arriver par exemple à un vote à la majorité, un vote majoritaire par circonscription, plutôt que ce vote à la proportionnelle qui est très loin dépouillé d'abord? On en parle depuis longtemps. Les petits partis sont en fait très opposés au vote par circonscription et je ne crois pas que dans un avenir proche, une telle réforme puisse être envisagée. Est-ce que le Premier ministre de l'avenir, avec cette mini-majorité, pourra réellement gouverner ce pays? Ça lui sera très difficile. Ça lui sera très difficile parce que ici, les ministres sont également parlementaires, ce qui signifie que dans les votes décisifs, il faudra avoir tout le monde à chaque fois. C'est assez difficile quand il n'y a que 2 ou 3 voix de majorité. Merci. Une situation extrêmement confuse donc, et une réalité, le futur gouvernement israélien n'aura pas les mains libres pour régler les différents problèmes qui se posent à Israël. Des problèmes que nous évoquerons d'ailleurs tout à l'heure après avoir jeté un œil sur l'actualité telle que l'ont vu nos confrères de la rédaction de Paris. À tout de suite. Merci Patrick, nous vous retrouverons dans une dizaine de minutes. Le reste de l'actualité donc avec tout d'abord cette information en provenance également de l'étranger. L'ambassadeur d'Afghanistan en Union soviétique a rejeté catégoriquement aujourd'hui à Moscou la proposition des 10 chefs d'État européens de convoquer une conférence internationale sur le problème afghan. En France, François Mitterrand a accordé un entretien au journal Le Monde. À la veille de la première session de la nouvelle Assemblée nationale, le président de la République révèle qu'il s'adressera par message au Parlement avant d'intervenir à la télévision. Sur sa fonction, le gouvernement, la politique internationale, il s'explique longuement. Le détail avec Lorraine Cuzin et Jean-Michel Mercurol. Bien, je constate que vous pouvez actuellement lire des extraits des déclarations de François Mitterrand, mais que vous n'entendez pas nos journalistes qui tentent de vous résumer donc l'essentiel des déclarations de François Mitterrand accordées aujourd'hui au journal Le Monde. Nous refaisons une petite tentative.
J'exercerai dans leur plénitude les pouvoirs que me confère la Constitution, affirme le président qui ajoute « Le gouvernement et moi savons ce que signifie le vote du 10 mai ». François Mitterrand réaffirme sa préférence pour un mandat présidentiel de 7 ans, non renouvelable, et il entend agir dans ce sens. Le transfert des pouvoirs préfectoraux aux élus locaux doit les rendre majeurs et responsables. Ce transfert doit être irréversible. La Corse aura un statut particulier. Un calendrier précis du rythme des nationalisations sera établi dès la session parlementaire d'octobre. Un service militaire rénové, une coopération avec les peuples du tiers-monde, abaisser l'âge de l'éligibilité politique à 18 ans, professionnel à 16 ans. 4,5 millions d'électeurs communistes ont voté pour moi, dit François Mitterrand. Je ne vois pas pourquoi je les aurais éliminés de la vie politique. Dans l'Alliance Atlantique, ne pas se contenter du chacun pour soi en matière économique et préserver la France de l'infernal couple dollar-pétrole. Bien, cette interview, Paul Amar, constitue l'entretien le plus important accordé par François Mitterrand à la presse depuis son élection. Il est donc important. Absolument, et cet entretien, François Mitterrand l'a accordé dans le bureau du général de Gaulle, qui l'occupe actuellement, et que Valéry Giscard d'Estaing avait délaissé tout un symbole qu'on retrouve d'ailleurs dans les propos de François Mitterrand, aussi bien dans la forme que sur le fond. Dans la forme, tout d'abord, le chef de l'État n'hésite pas à s'adresser assez sèchement aux dirigeants américains. Pour lui, l'indépendance nationale ne doit pas être un vain mot. Il entend rejeter toute pression et assortit cette mise au point d'un vœu très précis. Il souhaite que le gouvernement américain cesse de pratiquer, je le cite, des taux d'intérêt insupportables. Gaullien également, sur le fond, j'exercerai, dit-il, tous les pouvoirs que la Constitution me confère. François Mitterrand ne veut pas en abuser, mais il aura son domaine réservé. Je contrôlerai directement et personnellement, déclare-t-il, tout ce qui touche à la sécurité du pays. Alors c'est aussi une manière de rassurer. Effectivement, le président de la République veut ainsi dissiper tous les doutes nés de la présence des ministres communistes au gouvernement, mais il n'élude pas pour autant le problème et il s'explique assez longuement sur les raisons qui l'ont incité à associer les communistes aux affaires du pays. Là aussi, référence gaulienne, François Mitterrand rappelle une phrase qu'il avait prononcée à Antenne 2 au cours de la campagne électorale, je le cite, « De Gaulle a eu besoin de tout le monde, c'était la guerre, aujourd'hui c'est la crise, j'ai besoin de tout le monde ». Pas d'exclusif donc pour François Mitterrand, qui veut utiliser toutes les compétences, et cela dans un but précis, changer la société. L'entretien qu'il accorde au Monde est révélateur sur ce point. Il nous donne une idée du septennat qui va s'engager. François Mitterrand a l'intention de transformer en profondeur le paysage français. L'exemple de la décentralisation est significatif. Il veut atteindre, je le cite, un point de non-retour et veut ainsi montrer qu'il n'y a pas de décalage entre le discours du candidat Mitterrand et le comportement et la politique du président Mitterrand. Dernière réunion de groupe à l'Assemblée nationale avant l'ouverture de la session parlementaire. Le groupe UDF a élu son président cet après-midi. Il s'agit de Jean-Claude Gaudin, député des Bouches-du-Rhône. Daniel Brem a suivi toute cette journée. Il y avait beaucoup d'anciens ministres, une bonne dizaine, dont l'ex-premier d'entre eux, M. Barre, à la réunion du groupe UDF de cet après-midi. Son entrée fut, nous dit-on, très applaudie. Le premier geste des 63 députés du deuxième groupe de l'opposition fut de choisir pour président un homme qui a l'habitude des combats difficiles dans son département des Bouches-du-Rhône, Jean-Claude Gaudin. La discussion porta ensuite sur la défense des conceptions libérales, sur la réponse à donner à l'offre socialiste d'une présidence de commission. Ce sera très certainement non, le motif invoqué étant la participation des communistes au gouvernement. Les orateurs, une bonne trentaine, dirent aussi comment ils concevaient leur rôle d'opposants. M. Gaudin a résumé pour les journalistes cette discussion. On entend parler d'ici et là de textes qui seraient faits dans les 3 semaines qui viennent, qui sur la décentralisation, la régionalisation, apporteraient un certain nombre de modifications même dans la vie de nos communes ou de nos départements. Nous ne sommes pas disposés à étudier à la sauvette, à la va-vite, un certain nombre de textes qui auraient une aussi grande importance. Par conséquent, nous verrons. Cela étant, vous n'avez pas la majorité, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Nous ne pourrons pas faire grand-chose, mais vous savez que nous conservons quand même la majorité au Sénat et que de la tribune de l'Assemblée nationale, on peut faire et on peut dire un certain nombre de choses. Alors là, sûrement, comptez sur nous, nous allons le dire et le faire. Jean-Claude Gaudin est donc député de Marseille, il est secrétaire adjoint du Parti républicain et puis il est également professeur d'histoire et de géographie. Ses autres caractéristiques avec Lucie Sauboul.
41 ans, une allure de jeune notable fonceur, Jean-Claude Gaudin est un Marseillais de vieille souche. Sa passion, la politique. Il participe rapidement à la vie politique des Bouches-du-Rhône, son département. En 65, il est élu au conseil municipal de Marseille, puis il s'engage résolument aux côtés de l'ex-majorité. En 74, il adhère aux Républicains indépendants et participe à la campagne de Valéry Giscard d'Estaing. Lors de la constitution du Parti républicain en 77, il est élu président de la Fédération des Bouches-du-Rhône. Enfin, en 78, il enlève la deuxième circonscription à Charles-Émile Lot, député sortant, alors trésorier national du Parti socialiste, un siège qu'il conservera lors des dernières élections. À l'Assemblée nationale, il est reporter de la commission d'enquête sur les feux de forêt. Jean-Claude Gaudin est un homme qui monte. Si Valéry Giscard d'Estaing avait été réélu, il aurait sans doute été ministre. En le choisissant, les parlementaires UDF ont élu un homme de terrain, un homme politique qui se marque aussi par son esprit de conciliation. Dans un communiqué, les députés communistes déclarent qu'ils voteront pour le candidat socialiste à la présidence de l'Assemblée nationale et qu'ils agiront pour promouvoir un fonctionnement démocratique de cette Assemblée. Un conseil des ministres très chargé ce matin. Le conseil a adopté le collectif budgétaire de 1981. Il a décidé le relèvement du traitement des fonctionnaires de 3,4% avec effet au 1er juillet, donc aujourd'hui. À l'ordre du jour également, le projet de loi sur l'audiovisuel. Georges Filiou en a présenté les grandes lignes. Garantir dans le respect du pluralisme le droit à la communication, organiser la décentralisation de l'audiovisuel, favoriser le développement de la culture. Examen également du projet de loi d'amnistie, dont le texte définitif sera arrêté au Conseil de la semaine prochaine. D'ores et déjà, on peut dire que l'amnistie sera assez large et il serait utile, Paul Lefebvre, de rappeler tout d'abord ce qu'est exactement l'amnistie. Oui, pour préciser les choses, disons tout de suite qu'une loi d'amnistie, comme celle qui est à l'étude et qui sera présentée au Conseil des ministres la semaine prochaine, a deux buts. D'abord, annuler les poursuites visant les délits dont la nature est précisée par le texte, nous allons y revenir, et effacer les condamnations dès lors qu'elles sont inférieures aux limites fixées par la loi. Alors, limite des dates pour les faits commis ou les jugements prononcés avant le 22 mai 1981. Par parenthèse, les contraventions que vous avez eues après le 22 mai, vous devez les payer. Quels sont les faits amnistiés? Alors, en gros, les peines d'amende jusqu'à hauteur de 5 000 francs et les peines de prison inférieures ou égales à 6 mois de prison ou à 1 an de prison avec sursis. Alors ça s'applique par exemple au délit de presse, sauf pour ce qui concerne l'apologie de crimes de guerre ou les incitations à la haine raciale. Par exemple, M. Frédéric Sède et le professeur Forisson sont écartés de l'amnistie. Et également, il y a une procédure qui écarte également M. Hersan de cette loi d'amnistie. Sur l'amnistie également, les sanctions disciplinaires et professionnelles, sauf si elles concernent la probité ou les bonnes mœurs. Toutes les sanctions administratives relatives au permis de conduire sont annulées, sauf celles qui concernent la conduite en état d'ivresse ou les blessures involontaires. Amnistier également les délits concernant l'avortement, sauf ceux commis par un médecin condamné à plus de 3 ans de prison ferme. Amnistie s'étend également aux délits d'insoumission et de désertion. Alors l'accord de sûreté de l'État. Oui, ça c'est le gros morceau. Alors pour ce qui intéresse les infractions intéressant ce qu'on appelle la sécurité intérieure de l'État et les incidents d'ordre politique et social, cela vise donc les dossiers de manifestation du 23 mars et également les dossiers de la Cour de sûreté de l'État qui concernent les Corses, les Basques et les Bretons. L'amnistie est complète, sauf s'il y a blessure grave ou mort d'homme ou tentative d'homicide contre les agents de la force publique. À noter, et le garde des Sceaux l'a précisé ce matin à Claude Thérillon, que cette amnistie ne lèse en rien les droits de la défense. Nous allons l'entendre dans un instant. C'est une amnistie très large, très généreuse, très humaine. Oui. Je précise aussi parce que souvent le public ne se rend pas compte que bien entendu nous avons pris toutes les précautions pour que les droits des victimes soient absolument sauvegardés. Alors reste à fixer les limites de l'amnistie pour les infractions de caractère économique, ce sera fait la semaine prochaine. D'ores et déjà, on estime à 5 000 détenus le nombre des bénéficiaires de cette loi. Je vais vous signaler qu'il y a 28 000 places actuellement dans les prisons françaises et 42 000 détenus. Dans ce chiffre, beaucoup de petits délits dont on se demande si la prison est la véritable solution. Plusieurs nominations au Conseil des ministres, dont une qui intéresse la justice. Pierre Arpaillanche, conseiller à la Cour de cassation, a été nommé procureur général à la Cour d'appel de Paris. Il remplace Paul Sadon. Hubert Prévost, administrateur civil, est nommé, lui, commissaire général au plan. Enfin, Pierre Giraudet est reconduit dans ses fonctions d'administrateur d'Air France. Après toutes ces nominations, un projet d'augmentation de 6 centimes par litre de la taxe sur les carburants. Une fois voté par le Parlement, le relèvement de cette taxe devrait se traduire par une augmentation de 6 centimes du prix de l'essence.
Eh bien, puisque nous parlons chiffres, sachez que les valeurs françaises ont cédé 1,4% à la Bourse de Paris, mais que le franc est resté ferme sur le marché d'échange. Les sciences maintenant, avec une première expérimentale. Une équipe de chercheurs américains vient de réussir les premières manipulations génétiques sur des plantes. Une expérience qui, à long terme, aura des conséquences formidables sur l'agriculture et également sur l'aide aux pays sous-développés. Georges Leclerc. Un arbre, un animal, un homme, tous ces êtres vivants ont une chose en commun au plus profond de leurs cellules, c'est le code génétique qui permet la reproduction. Sorte de double hélice très complexe, les gènes de tous les êtres vivants sont en effet écrits dans le même langage, avec le même alphabet. Mais chacun, le blé comme le mouton, a ses propres syllabes, ses mots personnels si vous voulez. Aujourd'hui, les chercheurs ont réussi à faire entrer de nouvelles lettres dans ce mode d'emploi de la reproduction des plantes. Ils apprennent donc à modifier cette reproduction. L'espoir que cette découverte suscite est immense. Dans quelques années, les plantes sauront résister aux mauvais temps, aux parasites, aux maladies. Les cultures pourront se passer d'engrais car nos plantes sauront utiliser directement l'azote de l'air. Alors, si la sagesse des gouvernements s'y applique, aucun être humain sur Terre ne mourra plus de faim. Plutôt que d'attendre qu'on veuille bien le nourrir, l'affamé aura appris dans son désert à faire croître les racines de sa survie. Suite de l'enquête après l'attentat de la rue Copernic, l'extrémiste de droite espagnol Santiago Sánchez y Bernat, présenté dernièrement par notre confrère Le Quotidien de Paris comme l'un des organisateurs de l'attentat de la rue Copernic, a été entendu aujourd'hui à Strasbourg par les enquêteurs parisiens de la brigade criminelle qui l'interrogent actuellement sur son rôle éventuel dans cet attentat. Plusieurs informations culturelles ce soir. Les écrivains Julio Cortázar, argentin, et Milan Kundera, tchécoslovaque, seront prochainement naturalisés français. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Jacques Lang. Et puis à l'issue du Conseil des ministres, toujours de ce matin, Jacques Lang a précisé que le prix du livre sera défini par un projet de loi applicable le 1er janvier 1982. Les organisations d'écrivains et les syndicats devraient participer à l'élaboration de ce texte. Le sport, un 5e succès pour l'équipe de France de rugby en Australie, 50-7 contre l'équipe de Canberra. Tour de France, à l'issue de la 7e étape contre la montre individuelle, Bernard Hinault a récupéré le maillot jaune sur les 27 km qui séparent les villes de Ney et de Pau. Il l'a emporté sur l'Australien Anderson qui prend la 2e place du classement. À Wimbledon, l'Américaine Kristeva Lloyd s'est qualifiée pour la finale du simple dame. Elle rencontrera la Tchécoslovaque Anna Mandlikova qui, elle, a battu Martina Navratilova. Dominique Leclou. Décidément, l'école de tennis tchécoslovaque est bien au premier plan international. Les hommes, rappelons-le, ont remporté cette année la Coupe Davis. Les femmes, aujourd'hui, se retrouvent à 2 en demi-finale du tournoi féminin de Wimbledon. Certes, Martina Navratilova est devenue citoyenne américaine. Sa jeune élève attentive, Anna Mandlikova, au service, a aujourd'hui battu son ancienne idole en 3-7, 7-5, 4-6, 6-1. Un 3e set de toute beauté pour Mandlikova, qui, rappelons-le, gagnait il y a quelques semaines le tournoi de Roland-Garros. Bien, le temps demain, Laurent Bromède. Oui, eh bien, je pense que demain nous allons retrouver progressivement l'été avec un temps plus agréable. Déjà aujourd'hui il faisait beau sur le sud, toutefois un passage nuageux, nous allons le voir avec notre carte technique en attendant sans doute le retour du très beau temps à partir sans doute de dimanche. Sur cette carte on voit ici une dépression qui est centrée sur la Scandinavie et qui nous envoie donc ce petit paquet de nuages qui progressera dans l'intérieur du pays et qui se désagrégera tout de même à l'arrivée ici sur le sud-est du pays où de l'air chaud est aspiré sur le sud. C'est pourquoi il fait meilleur près de la Méditerranée en ce moment. D'autres nuages arrivent derrière pour vendredi soir, mais cela s'améliorera ensuite, sans doute, je vous le disais, samedi après-midi et dimanche. La carte pour demain, eh bien donc cette ligne de pluie située le matin depuis le nord-est, les Vosges, les Ardennes, jusqu'à la Vendée, descendra lentement vers le sud-est. Beaucoup de nuages, quelques pluies locales, des petites pluies fines en général tout de même. À l'avant, eh bien du beau temps, principalement près de la Méditerranée, et donc des nuages de plus en plus nombreux dans la journée par le nord-ouest, donnant quelques orages de ci de là. Après le passage des nuages, eh bien retour des éclaircies alternant avec quelques nuages et peut-être une goutte d'eau de ci de là. C'est ce temps variable qui se généralisera vendredi. Les températures, elles retrouvent progressivement la normale. Vous voyez, 12 degrés le matin, c'est encore frais, mais 16 dans le sud-est et le sud-ouest. Et l'après-midi, de 18 à 27 degrés tout de même. Ça y est, l'été arrive. Ce sera demain la Saint-Martinien. Et le soleil se couchera 1 minute plus tôt qu'aujourd'hui, 21h55.
21h55 au lieu de 21h56. C'est l'été qui régresse. Merci Laurent. Avant de rejoindre nos équipes en Israël pour la suite de ce journal, je vous rappelle qu'Hervé Claude vous présentera le dernier journal vers 23h15. Demain, Antenne de Midi accordera une large part au congrès des HLM à Lyon. Et puis, vous pourrez suivre en direct demain sur Antenne 2 à 15h45 la séance d'ouverture de l'Assemblée nationale. Voilà, retour en Israël avec la suite de ce journal spécial élections législatives. À vous, Patrick Lecoq. Une fois éteintes les lumières dans les PC électoraux, Israël et son nouveau gouvernement vont se retrouver aujourd'hui comme hier confrontés à un certain nombre de problèmes. Des problèmes économiques tout d'abord, l'inflation ici frôle les 150% annuels. Problème militaire ensuite, le risque des guerres semble aussi proche aujourd'hui que dans le passé. Problème de politique intérieure ensuite, car si hier 2 400 000 électeurs avaient à choisir entre M. Menachem Begin et M. Shimon Peres pour former le nouveau gouvernement, des centaines de milliers d'hommes et de femmes n'ont pas eu leur mot à dire et pourtant ils sont concernés. 1 million de Palestiniens vivent en effet dans les territoires occupés. Leur problème, eh bien, c'est d'abord de survivre et puis ensuite c'est d'espérer que les conquêtes de 1967 et de 1973 ne sont pas irréversibles. La démographie pourrait d'ailleurs venir un peu à leur secours. Les chiffres sont parlants. En 2010, si Israël continue d'annexer la Cisjordanie et la bande de Gaza, les Juifs deviendraient minoritaires dans l'État qu'ils ont eux-mêmes fondé. Et les Israéliens ne pourraient plus alors gérer ce territoire comme ils le font aujourd'hui. Un reportage de Philippe Gassot et Jean-François Renaud. Dans les territoires occupés de Cisjordanie, la saison des moissons que rentrent les Palestiniens se termine, tandis que les socialistes de Shimon Peres ont soutenu dans leur meeting qu'il fallait reconnaître aux Palestiniens le droit à l'autodétermination, alors que les partisans de M. Begin ont fait traîner l'ouverture des négociations sur l'autonomie. Depuis 1967, l'armée occupe la région, renforcée par 18 000 colons. Pour les électeurs socialistes de Shimon Peres, l'occupation et toutes les conséquences néfastes que cela entraîne marquent gravement la société israélienne tout entière qui, contre ses principes, joue un rôle difficile, coincé entre la révolte et la répression. Les termes employés pour les télévisions étrangères sont mesurés, mais ils dénoncent. Pour des Israéliens juifs, d'une manière générale, l'occupation est une chose assez désagréable. Pour les milieux intellectuels, libéraux et progressistes particulièrement. On la ressent quand vous allez faire des périodes de réserve militaire, que vous êtes amené d'une manière ou d'une autre à exercer l'ordre dans les territoires. On le ressent sur le plan intérieur, car il y a un grand nombre d'ouvriers des territoires occupés qui viennent travailler en Israël. Et ça crée un certain nombre de distorsions dans le marché du travail israélien. Et d'aucuns pensent que c'est peut-être le problème fondamental de l'avenir d'Israël. Dans les camps parties visibles du problème palestinien, on est inquiet. Depuis un an, la vigilance israélienne s'est renforcée. Les Arabes sont considérés a priori ici comme des terroristes ou susceptibles de les protéger. Cette maison, rasée par l'armée, abritait Bassam Habash, 21 ans, meurtrier d'un officier. Il a été tué dans la montagne par les militaires. Les conditions de vie sont misérables. Un médecin annoncé par ce panneau pour 25 000 habitants. Leur sort n'apitoie qu'une assez faible proportion d'Israéliens. Les autres sont convaincus qu'ils pourraient vivre autrement, mais que leurs leaders ont intérêt à voir le maintien des camps de réfugiés pour les exploiter politiquement. Ici, on parle de spoliation des terres palestiniennes. Pour parler à des étrangers, on s'entoure de précautions, même quand il s'agit des élections israéliennes. Je peux dire que le vote en Israël ne signifie rien pour moi. Parce que notre situation en tant que Palestiniens n'a pas changé depuis l'occupation de 67 jusqu'à maintenant. Shimon Peres était au gouvernement avant Begin. Notre situation n'a pas évolué. Nous n'avons aucun droit, nous ne pouvons pas parler, nous subissons des pressions. On ne peut pas aller à Amman. On ne peut pas se réunir entre amis. On ne peut pas vous parler de nos problèmes. Quelles sont vos relations avec les soldats? Ils nous attaquent constamment, nous arrêtent et nous traitent durement. Beaucoup de monde ici, parmi la population, a été arrêté ou mis en prison pour plusieurs années.
Du haut du building qui domine le camp, la surveillance israélienne est constante. Un sondage révèle que 74% des Israéliens ont approuvé le renforcement des contrôles militaires dans les territoires occupés. S'il est banal de filmer des militaires dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem, c'est beaucoup plus difficile ici à Naplouse et dans la région, comme si l'armée ne tenait pas trop à ce que l'on parle d'elle. Menacé à l'intérieur par le réveil nationaliste des Palestiniens, Israël l'est aussi à ses frontières, mais ce n'est pas nouveau. Les livres d'histoire retiendront 4 guerres entre 1948 et 1973. En 1967, les Israéliens se sont arrêtés exactement ici, à l'entrée de ce pont Allenby sur le Jourdain, un pont qui relie Israël à la Jordanie et qui est l'un des rares points de passage entre les pays arabes et Israël. Avec la Jordanie, c'est, disons, le statu quo politique. Avec l'Égypte, en revanche, les relations se sont beaucoup modifiées depuis la guerre du Kippour. Qui ne se souvient de l'arrivée en Israël du président Anwar el-Sadat? Avec l'Égypte, d'ailleurs, un traité de paix a été signé. Mais tous les Israéliens, et notamment ceux qui habitent les territoires qu'Israël s'est engagé à quitter, doutent de la sincérité des Égyptiens. Philippe Rochaud et Patrick Derrien se sont rendus dans le Sinaï. Cet autocar poussiéreux pourrait être le symbole de la paix entre l'Égypte et Israël. Tous les jours, il transporte du Caire une centaine de personnes qui traversent ici la frontière israélienne. Ces gens ont fait 8 heures de route à travers le désert du Sinaï. Ce sont tous des Palestiniens de la bande de Gaza occupée qui viennent de voir leur famille rester en Égypte. Il est difficile pour les gens et pour les Palestiniens de passer la frontière, dit cet étudiant. Il y a des problèmes de passeport, d'argent, de transport aussi. Depuis que cette frontière entre l'Égypte et Israël est officiellement ouverte depuis janvier 80, 250 000 personnes l'ont traversée, mais seulement 1 millier d'Égyptiens. Les échanges commerciaux sont pratiquement nuls, alors que les accords de Camp David prévoyaient une véritable osmose entre les deux pays. La normalisation est mise en échec. Or, dans 6 mois, cette frontière du Sinaï va encore avancer de 50 km. Les relations avec l'Égypte vont rencontrer un nouvel obstacle, celui des colons israéliens du Sinaï, et notamment ceux de la ville de Yamit qui ne veulent pas partir. Yamit, c'est ce bastion avancé des implantations israéliennes en territoire occupé, cité artificielle posée sur le sable en ce lieu symbolique où Nasser avait rassemblé ses chars pour attaquer Israël. Ici, on apprend aux enfants, nous resterons à jamais à Yamit. « 300 familles d'Israéliens vivent encore à Yamit. Un homme sur 3 est un soldat. Ici, on ne veut pas partir parce qu'on ne croit pas à la paix avec l'Égypte. La normalisation n'est pas possible parce que, enfin, l'Égypte, le traité de paix est pratiquement respecté de notre part, mais pas de la part de l'Égypte. Si l'Égypte est prête à me prouver que c'est une paix vraiment valable, alors je suis prêt à me retirer, si c'est une vraie paix. Mais en ce moment-là, ça fait depuis 1978, ça fait déjà plus que 2 ans, je suis sur la frontière égyptienne. En ce moment-là, 30 km de la frontière, je n'ai pas vu un seul touriste égyptien ici. On les empêche de venir ici. Alors comment voulez-vous croire qu'une normalisation, puisque ça fait déjà 2 ans qu'on a un traité de paix et que je ne vois pas cette normalisation. Alors vous voulez que je fasse confiance à quelqu'un qui a essayé, de me mordre 3 fois, que cette fois-ci encore une fois, de quitter ce territoire pourquoi?
Des Palestiniens remuants à l'intérieur des frontières, des voisins dont certains restent menaçants, tout cela explique le rôle et l'importance de l'armée israélienne. Le pays compte 4 millions d'habitants, 170 000 d'entre eux portent l'uniforme en permanence. Et en cas de mobilisation, 400 000 autres viendraient les rejoindre en moins de 24 heures. 570 000 soldats potentiels, presque un homme âgé de 18 ans et plus sur 2. Et un équipement qui est ultramoderne, vous le savez, soit produit sur place en Israël, c'est le cas des chars d'assaut, c'est le cas de l'aviation de chasse, c'est aussi le cas de l'armement léger, soit acheté à l'extérieur et notamment aux États-Unis. On a beaucoup parlé ces derniers temps des F-15 et des F-16, on en a parlé à propos de l'attaque contre le centre atomique irakien de Tammuz. Mais au-delà du matériel, les Israéliens comptent avant tout sur leurs soldats. Le souvenir de Masada demeure. Quand on a 18 ans et 3 mois, on entre dans l'armée. Comme pour n'importe quel appelé, les premiers mois sont destinés à l'entraînement. Ceux-là sont parachutistes et fiers d'avoir été sélectionnés dans les troupes d'élite. Vous ne saurez jamais exactement leur nombre, encore moins la composition de l'armée israélienne. C'est secret militaire, car même à 18 ans, ils sont des soldats en guerre, ce qui donne à leur marche forcée de 40 km vers Jérusalem une autre signification que celle d'un banal exercice. Ils viennent de tous les points du pays, ils sont étudiants, cuisiniers, tailleurs, conducteurs d'autobus. Ils ont tout laissé en plan à l'heure de rejoindre la caserne. Sur cette route, on ne s'entraîne pas pour une guerre qu'on ne fera jamais. Tout est fait pour que le jeune soldat soit fier de porter l'uniforme. Cela commence dans la cellule familiale et cela se confirme à 18 ans devant le mur des lamentations. Il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Il y a 2 mois. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 mois? Il s'est entraîné pour être un soldat, un vrai soldat. Vous savez, moi j'ai 10 enfants. Au milieu de 10 enfants, j'ai ce fils-là. Mais chaque semaine qu'il n'est pas dans la maison, je suis comme un fou. Si Dieu veut, il retournera. Sinon, c'est la vie. C'est notre patrie, c'est notre Israël. Vous êtes prêt à le donner pour le pays? Je suis prêt à le donner aussi. Il faut qu'il prête serment pour être toujours fidèle à sa patrie et la servir de tout son cœur et son âme. Madame, prêtez serment ici devant le mur des lamentations, ça veut dire que pendant près de 3 ans, vous allez le voir difficilement, peut-être même pas du tout. C'est le tour de chacun, bien sûr. Pourquoi pas? Moi aussi, j'ai fait l'armée. Vous n'êtes pas inquiète quand même au fond de vous-même? Un petit peu, oui. Vous espérez que ça se passera bien? Oui. Surtout qu'elle a fait maintenant avec l'Égypte, espérons que ça continuera. Nous avons prié Dieu, nous avons pleuré, et nous sommes là. Une génération a été décimée pour nous permettre de vivre cet instant. Au moment du serment, la Bible, la Torah sur le cœur, le fusil à la main, ce nouveau soldat israélien devient la sentinelle chargée par son pays de veiller sur la sécurité des siens. Mais cette armée, cette défense aux frontières pèse de plus en plus lourd dans le budget des Israéliens. Le pays y consacre plus de 50% de son budget. Alors ici, l'inflation galope et ce n'est pas un vain mot. 10% en moyenne pour les produits alimentaires et par mois, 150% d'inflation l'an passé en 1980. Alors, comment font les Israéliens? Eh bien, ils appliquent 2 maîtres mots. L'indexation tout d'abord et ensuite le système D, comme en France. Nous avons le tiercé et le PMU. Eux, ils ont la bourse et les placements. La bourse en Israël est devenue la bouée de sauvetage des salariés. Ils sont aujourd'hui des centaines à jouer. Ce qui était autrefois le tiercé du riche est devenu une nécessité pour tous, une parade à l'inflation. Chaque jour, on fait la queue devant les banques pour attendre la cotation des valeurs. Hier, c'était 577, moins 52, c'est 615. Avi, ouvrier du téléphone, vient ici tous les jours à la sortie de son travail. Il joue depuis 1 an, depuis que l'inflation bat des records de 140% chaque année.
Une bonne partie de son salaire passe ainsi dans la bourse, mais il gagne. J'ai des actions de la banque, pour le moment de la banque. Et ça vous rapporte en ce moment? Les banques rapportent 10% chaque mois. Et à cause de l'inflation et tout ça, comment vous arrivez finalement? Au contraire, quand il y a l'inflation, les banques donnent chaque mois 10%. Alors c'est à peu près par an 130 ou 104%, alors c'est presque la même chose. Le salaire d'avis, comme celui de tous les employés, est indexé sur la dévaluation. Les 140% d'inflation deviennent ainsi supportables, surtout quand la bourse améliore le quotidien. Dans la sacoche d'avis, à côté de son téléphone d'employé des communications, une calculatrice, des dossiers, des valeurs boursières. La bourse, c'est son deuxième métier, un travail au noir net d'impôts qui ne laisse pas de traces. Il y a eu beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent à la bourse. Mais moi, je n'avais pas d'argent. Et puis après, je me suis décidé de rentrer à la bourse et d'essayer. Pour moi, c'était un grand risque, parce que moi, je suis un ouvrier. J'ai 3 enfants et ma femme qui ne travaille pas. Je pouvais même perdre de l'argent. Et je peux te dire que je termine le mois avec mon salaire un peu... C'est un peu difficile, je peux te dire que c'est difficile pour moi. Et grâce à Dieu, je peux te dire qu'avec la bourse, alors on peut acheter quelque chose pour la maison. Je crois que avec l'argent que je gagne à la bourse, alors je peux arriver à acheter des choses pour les enfants, pour ma femme. Avis a voté Begin, car les travaillistes de Shimon Peres ont inscrit dans leur programme la taxation des revenus boursiers. Jamais les Israéliens n'ont autant joué en bourse. Les banques, qui ont seul accès à la corbeille de Tel Aviv, ont multiplié leurs émissions de titres par 10 en 1 an. Et la valeur des options en bourse a doublé en 6 mois. Voilà donc les quelques réalités d'Israël que nous avons voulu vous faire redécouvrir au lendemain des élections législatives. Mais comment parler de ce pays sans évoquer ce mur des lamentations qui est derrière moi, le symbole du judaïsme? Un mur interdit aux Juifs durant plus de 2000 ans et conquis de haute lutte par les parachutistes du général Gonen. C'était en octobre 1967. Mais Jérusalem aussi est un territoire occupé, disent les pays arabes. Et il faudra bien qu'Israël rende Jérusalem aux Arabes. Ici, il faut le dire, la chose semble totalement impossible. Alors, les Israéliens l'entourent, ce mur. Ils le cernent, ils l'avalent littéralement, comme ils avalent méthodiquement d'ailleurs toute la ville de Jérusalem. C'est probablement ici que l'on construit le plus vite et le plus cher. C'est sur reportage que nous allons terminer cette édition spéciale. Bonne soirée. Cette vue imprenable sur le mur des lamentations n'est pas celle qu'on pourrait avoir depuis un hôtel 4 étoiles ou un appartement de luxe. Elle est celle qu'on a depuis la modeste demeure de Hadj Omar, citoyen arabe de Jérusalem, l'un des derniers habitants arabes à vivre ici, face au mur des lamentations. On a bien essayé de le faire partir pour construire ici de nouveaux appartements, mais ce vieillard ne veut rien savoir. J'aime ma maison, dit-il. Ça fait 90 ans que j'habite ici, mais je suis fatigué et je ne veux pas partir. Si Hadj Omar acceptait de vendre, il ferait fortune. Car aujourd'hui, les maisons de certains Israéliens fortunés, les yashivot, Moi je pense qu'il faudrait, avec peut-être l'accord des Arabes, raser la mosquée qu'il y a et reconstruire le temple. Les nouvelles constructions qui prennent en tenaille la ville arabe et les lieux saints de l'islam placent le monde devant un fait accompli. Un nouveau partage de Jérusalem n'est plus guère possible. M. Begin l'a dit lui-même, Jérusalem est à jamais placée sous la souveraineté israélienne, à jamais capitale d'Israël.